L'objectif de ce midi, c'est de vous faire un petit portrait du Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation. On va avoir un petit 30 minutes là, ensemble pour passer à travers la mission, les valeurs, les programmes, tout ça. Et après la dernière partie, on focusera sur vos questions. En fait, on créera là, un espace d'échange où on abordera deux thématiques. En fait, vous aurez le choix de discuter de l'épicerie Trois Paniers qui a ouvert ses portes en janvier dernier et du marché solidaire Frontenac ou d'avoir d'autres questions là, poussées plus en profondeur sur les autres programmes ou sur le fonctionnement général du Carrefour. Donc, on aura un breakout rooms, là, un salon, en fait, où on abordera ces questions-là. Donc, le Carrefour alimentaire, le Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation est depuis quelques mois seulement le, le Carrefour solidaire. Avant, le nom était le Carrefour alimentaire Centre-Sud. C'est un organisme qui a été fondé en 2012. La mission, elle est assez claire. En fait, c'est d'améliorer l'accès à des aliments sains pour tous et toutes. Donc, de participer là, à la création d'un système alimentaire qui est plus équitable, qui est plus juste, qui est inclusif et solidaire. Évidemment, notre focus est sur les personnes en situation de précarité financière. Là, ce qu'on veut, c'est créer des espaces qui sont mixtes où tout le monde est bienvenu, mais notre mission première, c'est de s'assurer que c'est les personnes les plus vulnérables, en fait, économiquement ou marginalisées, là, qui ont un accès aux aliments sains. On fait ça via une panoplie de programmes qu'on va vous présenter tantôt, mais via comme trois axes, là, le manger, apprendre et s'impliquer. Donc, ça, c'est comme les trois principes directeurs qui guident notre mission et notre programmation. Une composante aussi essentielle du Carrefour, c'est les valeurs, en fait. À la prochaine, ouais, parfait, merci. Au cœur de tout ce qu'on fait, il y a la dignité, le pouvoir d'agir, l'éducation populaire, le mieux-être et l'inclusion. Donc, ce qu'on veut, peu importe ce qu'on fait, peu importe les programmes qu'on met de l'avant, on a toujours ces valeurs-là en tête, puis elles sont comme un peu notre guide, en fait, pour s'assurer que... Oups! Voilà. Excusez-moi. Et comment ça s'articule, ça, en fait? Comment on fait pour mettre la dignité au cœur de tous nos programmes? Bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne demande aucune preuve de revenu. Jamais. Peu importe le service, le programme, l'activité, que ce soit une activité payante, là, comme par exemple l'épicerie ou le marché, ou une activité gratuite comme un atelier de jardinage. Tout le monde est bienvenu, puis on prend pour acquis que les personnes sont honnêtes, transparentes et qu'elles sont les experts d'elles-mêmes. Donc, on ne demande jamais de preuves là, de revenus parce que, en fait, c'est une barrière à l'accès qui est vraiment importante. Il y a énormément d'études qui ont démontré que plus on met des contraintes à l'accès de programmes, plus les populations qui vivent de la précarité économique ne franchiront pas la porte, en fait. Fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de multiplier les portes pour que les gens puissent avoir accès à nos services. Et l'autre chose qui est vraiment très importante dans l'identité du Carrefour, c'est qu'on part de la notion qui semble très simple, mais qui en réalité est très complexe dans un pays comme le Canada, que l'alimentation, c'est un droit humain fondamental qui est enchâssé par des conventions internationales, mais qui est très peu respecté dans les faits dans un pays comme le Canada. Donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on cogne sur le clou du droit humain. On veut améliorer l'accès à l'alimentation, mais on veut aussi prendre en compte que les individus devraient être en mesure de choisir qu'est-ce qu'ils mangent. C'est bien beau de dire on donne accès, on donne la nourriture à tout le monde, mais si on donne des patates à 100 personnes, puis que sur les 100 personnes, il y en a 15 qui n'aiment pas ça, bien, on n'améliore pas leur sécurité alimentaire. En fait, on leur impose une alimentation. Fait que dans la notion du droit à l'alimentation, il y a la notion de choix. Il y a la notion aussi d'accès économique et physique au commerce alimentaire. Donc, ça, c'est vraiment c'est une prémisse là, avec laquelle on travaille tous les jours.
Donc, je vais revenir un petit peu sur l'historique du Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation parce que je pense que c'est pas nécessairement connu de tous, mais en fait, le Carrefour, c'est la jonction en fait entre l'organisme Rencontre Cuisine qui est né en 1988 et le marché en 2013. Donc, en 2013, on a eu en fait la fondation du Carrefour alimentaire tel qu'on l'a connu dans les dernières années. Puis, comment on a fait pour se rendre là, c'est que, bon, il y avait l'organisme là, Rencontre Cuisine qui était vraiment concentré sur les cuisines collectives communautaires. Ça fonctionnait beaucoup d'une manière plus religieuse. C'était les femmes de la paroisse qui cuisinaient ensemble, puis qui, on distribuait justement le feuillet paroissial durant ces rencontres-là. Puis bon, ça a quand même évolué au fil du temps. En 2007, il y a eu justement le marché. Euh, comme c'était séparé là, à l'époque, il y a eu un marché, puis c'est né en fait d'un projet citoyen. C'est vraiment les citoyens qui ont fait la demande, puis qui ont travaillé, qui se sont impliqués et qui ont été accompagnés, entre autres, par la table Cigale, par les organismes du quartier, les élus aussi, pour mettre sur pied ce marché-là depuis 2007. Puis, en 2011, on a pu voir en fait la structure permanente qui se trouve sur le parvis du métro. Du métro Frontenac. Donc, si vous n'êtes jamais allé, là, c'est vraiment en sortant du métro, sur le parvis, on retrouve un container. Puis ça, c'est le marché Frontenac. Donc, on est ouvert 6 mois par année, là, de mai à octobre, à peu près, grosso modo. Et donc, c'était vraiment pour offrir une offre alternative, justement, aux aliments. Puis, en 2013, tout ce beau monde-là, il y avait justement la table Cigale, Jean-Philippe Vermette, qui était directeur général à l'époque du marché. Puis, avec des citoyens, avec la Banque alimentaire, se sont mis en commun pour aller visiter l'organisme de Stop à Toronto. Puis c'est au retour de cette visite-là vraiment inspirante là, que la fondation, là, que l'émergence du Carrefour alimentaire s'est construit en voyant vraiment comment on peut mettre en place un système alimentaire local par l'entremise d'un organisme communautaire. Donc, c'est vraiment avec cette vision-là, puis avec l'expérience vécue d'un autre organisme que le Carrefour alimentaire est né. Et dès l'année suivante, on est devenu membre bon, en français, c'est Organisation pour la bonne nourriture. Donc, c'est un réseau d'organismes qui ont tous la même vision, là, qui font tous la promotion du pouvoir d'agir en alimentation, en fait, dans leur programmation. Puis, donc, depuis 2014, on travaille, en fait, à devenir un centre communautaire d'alimentation. Puis, la première étape pour ce faire, là, c'était d'être une organisation pour la bonne nourriture. Donc, on adopte, quand on devient un GFO, là, on adopte les principes, on adopte les valeurs, on fait partie de cette grande équipe-là, puis on a aussi des ressources. Entre-temps, on a été un membre fondateur, on est un membre fondateur en fait de notre quartier nourricier. Puis, il y a eu l'installation de la sœur Émilie de Witt. Puis, on s'est beaucoup impliqué dans cette organisation-là également. Là, je ne vois pas l'autre étape. Voilà, je vais changer mon chat. Et c'est en 2020 qu'on est devenu là, en fait, qu'on a été affilié pour la première fois avec les centres communautaires d'alimentation du Canada parce qu'on a fait, en fait, pas parce que, mais on a fait l'acquisition de l'espace, l'ancien Touski. Puis vraiment, ça a été un élément clé, là, en fait, une pierre angulaire pour devenir justement là, un centre communautaire d'alimentation parce qu'un des prérequis, en fait, c'est d'avoir un pied
un pignon sur rue, d'avoir une porte ouverte pour que tout le monde puisse avoir accès à nos services. Et en 2020 aussi, un autre moment fort se détermine en fait par la co-direction. Donc, on est passé d'un mode de gouvernance par un directeur général à une co-direction à 4 co-directrices. Puis, on a beaucoup travaillé là, justement dans les dernières années à construire là, ce mode de gouvernance-là également. Tout récemment, on a changé le nom. On a fait un gros travail de consultation aussi avec nos membres, avec la communauté, avec les parties prenantes pour changer le nom du Carrefour alimentaire et devenir le Carrefour solidaire, centre communautaire d'alimentation. Donc là, je pense que les 2 dernières années... Ah, ouais, c'est ça. Je vais juste revenir ici. Puis, avec le changement de nom, en fait, on teste un nouveau modèle. On est vraiment dans une vision où on met sur pied un lieu, un espace d'accueil qui combine tous les types de populations, donc les personnes précarisées, des personnes qui vivent avec un faible revenu, mais aussi avec des personnes qui sont plus aisées financièrement, qui ont plus de moyens. Donc, cet espace-là se voulait vraiment d'être un espace ouvert à tous et à toutes. Puis, on teste le nouveau prix, là, justement le modèle de prix avec l'épicerie. On a des repas communautaires, les bas du quartier qui sont aussi à contribution volontaire. Donc, vraiment, on vient jouer là, dans la mixité sociale au travers de cet espace. Là, je pense que j'ai pris un petit peu de temps pour vous parler de ça, donc je vais passer rapidement à cette diapo-là. Juste pour vous dire aussi que entre 2014 et 2020, tu sais, comme on a fait beaucoup d'essais et d'erreurs aussi. On construit pas un centre communautaire d'alimentation sans casser deux. Et on a eu beaucoup, beaucoup de programmes qui ne font plus partie de notre programmation actuelle. Là. Juste si on pense au marché fruitier, au fruits jeunesse, on a opéré aussi les jeunes pousses. On a le programme Tous à table. Il y a des panneurs fraîcheurs aussi qui étaient là. Donc, il y a des programmes, des projets qui sont encore dans nos cartons puis qu'on attend peut-être un moment pour les réouvrir. Mais il y a d'autres programmes qui sont plus terminés pour nous parce qu'on a appris, on est passé à autre chose aussi. Mais tout ça a permis en sorte qu'on grandit puis on a pu se définir, puis on a pu mieux définir notre vision, puis qu'est-ce qu'on souhaitait aussi en fonction des besoins de la population. Puis je le répète, là, Vanessa le disait à quel point la dignité pour nous était importante, mais les gens qui fréquentent aussi le Carrefour, c'est vraiment les gens pour qui on travaille, puis il y a toujours la place là, pour ces personnes-là de nous dire c'est quoi les besoins. Puis, c'est ça. Fait que des fois, on laisse des projets de côté pour aller ailleurs, ce qui nous a amené à l'ouverture du premier centre communautaire d'alimentation francophone au Canada. Donc, c'est à toi, Vanessa. Dans le fond, un centre communautaire d'alimentation, c'est une espèce de modèle là, qui a été élaboré par les centres communautaires d'alimentation du Canada. Il y a 15 centres à travers le Canada. Nous, comme Sylvie vient de dire, on est le premier francophone. Puis quand on devient un centre communautaire d'alimentation, on adhère à une vision, à des valeurs. Dans notre cas, c'était vraiment déjà au cœur du Carrefour alimentaire Centre-Sud parce qu'on a forgé l'organisme sur la vision des centres communautaires d'alimentation. Puis au cœur de ça, il y a les principes pour la bonne nourriture, en fait. Et ces principes-là, ben, ils sont un peu comme une paire de lunettes, en fait, qu'on met puis qu'on garde sur notre nez quand on pense aux nouveaux programmes ou quand on évalue nos programmes actuels.
Le premier, c'est d'agir à l'échelle individuelle, mais aussi systémique. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que on reconnaît que l'insécurité alimentaire, c'est un problème qui est systémique. En fait, c'est un problème de pauvreté. Donc, pour enrayer la sécurité alimentaire, on croit qu'il ne faut pas juste de la nourriture, faut pas mettre de la nourriture sur la table, là. Ça, c'est comme mettre un plaster sur un bobo. Il faut lutter à la pauvreté et il faut faire des revendications pour que les gouvernements changent euh, le revenu des gens, améliorent les conditions, par exemple, sur l'aide sociale, tout ça. Donc, ça, il faut mettre de la nourriture sur la table des gens pour s'assurer qu'ils puissent manger, tout ça. En même temps, c'est l'échelle individuelle, mais il faut aussi, en même temps, travailler du côté systémique pour changer puis améliorer les conditions de vie de chacun et chacune. Le deuxième principe, c'est de croire et d'investir dans le pouvoir de la bonne nourriture. Ça, ce que ça veut dire, c'est notamment qu'on croit que les gens on part de la prémisse que les individus font des choix sains. Si tu mets un casseau de fraises du Québec, là, sucré, goûteux, il n'y a personne, en tout cas, il y a très peu de personnes qui vont dire « Ah non, moi, ça, j'aime pas ça » ou « Ça, je ne veux pas manger ça ». Souvent, les gens n'ont pas l'option de faire des choix sains, en fait, parce que, ben, vous le savez, notamment en ce moment avec l'inflation, les aliments sains, c'est les aliments les plus chers du panier d'épicerie. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de choisir d'investir dans les aliments qui sont les plus sains. Fait quand on fait des repas, quand on a des projets comme le marché Frontenac ou l'épicerie, ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est les aliments qui sont les plus chers du panier d'épicerie, donc les plus sains. On crée aussi un environnement de respect et de leadership communautaire. Ça veut dire qu'on laisse la place aux membres pour croître, pour nous partager leur expertise. Et on essaie, bon, on n'essaie pas, en fait, on prend pour acquis que chaque individu qui est présent a quelque chose à apporter et peut nous faire grandir en tant qu'organisation. Rejoindre les gens où ils en sont, ben ça veut dire d'avoir une panoplie de programmes différents qui demandent un engagement à plusieurs niveaux, en fait. Fait que ça veut dire que quelqu'un peut venir au repas communautaire une journée, puis revenir pendant 3 mois, mais on va être là quand même quand il va revenir dans 3 mois, puis on va l'accueillir de la même façon. Fait que c'est de ne pas prendre pour acquis que les gens sont disponibles et qu'ils veulent venir à 8 cuisines collectives par semaine. C'est vraiment de les prendre quand ils ont la capacité d'être là. Vivre dans la pauvreté, il y a une charge mentale incroyable là, liée à ça, puis il y a un fardeau vraiment lourd. Puis ça se peut que ben, ça ne te tente pas de venir 3 fois par semaine au Carrefour Solidaire, puis c'est bien correct. Si ça te tente, on est là. On va connecter avec toi, on va partager notre temps, mais si ça ne te tente pas, on va aussi être là quand tu auras l'espace pour venir nous voir. Et le cinquième principe, c'est qu'on vise haut pour nos organisations et notre communauté. Au Carrefour, c'est un peu dans notre ADN de se réinventer, de se questionner puis de vouloir faire plus. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer. C'est vraiment au cœur de l'organisation qu'on est. Fait que ça fait un peu le tour des principes qui guident tous les centres communautaires d'alimentation du Canada et aussi les organisations partenaires. Il y a plus de 200 organisations partenaires qui ont l'étiquette Organisation pour la bonne nourriture. Maintenant, qu'est-ce que c'est physiquement un centre communautaire d'alimentation? C'est un lieu accueillant qui met sur la dignité. Fait qu'on veut que on part de la prémisse que tout le monde devrait avoir droit à du beau, à du bon, aux meilleurs matériaux, aux meilleurs repas, aux meilleures chaises, aux meilleures tables. Donc, on veut créer des environnements qui sont agréables, où tout le monde se sent le bienvenu. Donc, chaleureux, respectueux, tout ça. C'est aussi des programmes complémentaires qui permettent le développement de compétences, mais qui permettent aussi l'accès. Donc, dans le fond, un exemple concret de ça, c'est que pendant qu'on a les repas communautaires 2 fois par semaine, ben, l'épicerie est ouverte. Fait qu'on essaie de créer des programmes qui s'entrecroisent pour que les gens, quand ils se déplacent, ils puissent faire leur épicerie, venir manger, venir à une cuisine collective, faire leur épicerie, tout ça. Fait qu'on essaie de créer des liens entre les programmes. Il y a aussi beaucoup de place à l'engagement citoyen, énormément de bénévolat dans nos programmes, tout ça, mais aussi beaucoup de comités citoyens qui se penchent sur diverses questions. Et comme je le disais tantôt, il y a une place centrale pour la saine alimentation. On essaie de remplir nos repas de bons aliments qui sont savoureux, sains, goûteux, mais qui sont bons pour le corps et l'esprit. Donc, ça se traduit par une panoplie de programmation. Là, vraiment, on a une diversité de programmation. Puis, pour remplir notre mission, en fait, on a 4 principaux
principaux volets. On a toutes les activités qui se passent en cuisine, donc tous les ateliers culinaires, les programmes jeunesse, les cuisines collectives, les pop-up communautaires aussi. Donc, tout ça, c'est notre volet cuisine. On a également ouais, c'est ça, les repas communautaires, là, les dîners communautaires qui viennent s'ajouter tout récemment à la programmation. Donc, par le passé, là, on offrait les bols du quartier au marché Frontenac. Puis la demande était vraiment forte d'avoir ces bols du quartier-là à l'année. Puis on est vraiment, vraiment très contente là, de pouvoir le faire au centre. Donc, ça fait 3, 4 semaines qu'on offre les repas communautaires, les bols du quartier. Puis ça se passe vraiment bien. Sinon, le volet de la mobilisation, donc on a un programme avec des pères aidants, en fait, qui vivent ou qui ont vécu une insécurité alimentaire, puis qui vont accompagner des personnes dans la même situation vers les ressources qui s'adaptent à leur situation. Puis, ils vont aussi pouvoir faire de l'accompagnement vers nos ressources à l'interne. Là. Donc, les accompagner pour une première cuisine, aller les chercher même dans un autre organisme pour faire le déplacement jusqu'au centre. Puis, on a le CARA, qui est un comité citoyen, le comité d'action et de réflexion pour l'autonomie alimentaire. Donc, c'est le comité peut-être le plus actif là, qui dure depuis 3 ans au Carrefour en continu. C'est un comité ouvert, donc comme Vanessa le disait, ça respecte le même principe. Tu viens quand tu peux. On s'implique aussi pour la justice alimentaire. Donc, c'est toutes des questions qui touchent le droit à l'alimentation. Présentement, par exemple, pour vous donner un petit exemple, là, le comité travaille sur le marketing alimentaire. On a tout le volet accès. Évidemment, les autres volets rejoignent le volet accès. Là, on s'entend que c'est au cœur de la mission, mais plus particulièrement, disons, l'accès physique puis l'accès économique, on a le marché solidaire, on a le projet de carte proximité, là, un gros programme régional qu'on opère depuis maintenant 3 ans. Et s'ajoute à la carte proximité des projets pilotes, dont Hôpital solidaire. Cette année aussi, on va mettre en place un projet pour les communautés résilientes. Donc, c'est vraiment de distribuer des cartes pour que les gens puissent avoir accès physiquement, plus facilement, en fait, dans la dignité à des aliments sains. Et puis, depuis cette année, on a l'épicerie populaire 3 paniers. Le volet jardin, c'est aussi un programme qui a pris de plus en plus d'ampleur dans les dernières années au Carrefour. Puis, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux aussi, là, la promenade des saveurs, qui est un grand jardin collectif à ciel ouvert. Donc, c'est vraiment aussi le principe où tout le monde a accès en tout temps. Les gens peuvent récolter les légumes qu'ils ont besoin, puis l'entretien, l'animation se fait avec les citoyens. Puis on a aussi d'autres petits jardins collectifs ici et là. Donc ça, c'est notre assiette bien remplie du Carrefour. Puis on a en fait, tous ces programmes-là respectent toutes les valeurs, tout ce qui a été dit en amont, en fait, là, par Vanessa. Maintenant, on voulait quand même passer un petit moment, courte présentation sur notre mode de direction parce que ça a fait partie de notre quotidien dans les 2 dernières années. On a, donc, comme je le disais tout à l'heure, là, on est passé d'un mode de gouvernance d'une direction générale à temps partiel à une co-direction à 4 personnes. Qu'est-ce qui nous a amené là, en fait, c'est qu'on a toujours eu une culture de l'organisme qui a toujours misé sur le travail collégial. Donc, il y a toujours eu beaucoup de liberté pour les animateurs. Il y a toujours eu
énormément de confiance aussi envers les personnes qui constituaient le travail au quotidien. Puis, justement, on avait une direction générale qui était à temps partiel, donc qui n'était pas nécessairement là sur le terrain à tous les jours, ce qui permettait d'avoir une liberté dans la prise de décision. Puis on était consultés, en fait, là, dans la prise de décision. Quand, quand la direction générale a annoncé son départ, il y a eu des grandes remises en question aussi au sein de l'organisme. Puis, le CA a été, dès le départ, là, impliqué dans ces réflexions-là, à savoir comment on allait faire pour remplacer la direction générale. Tu sais, là, en fait, il y a eu énormément de scénarios qui ont été analysés. Tu sais, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'on avait besoin, c'était quoi les besoins de l'équipe en place, c'était quoi les possibilités aussi, est-ce que c'était préférable de retourner avec une direction générale à temps plein, etc. Donc, il y a eu énormément de scénarios qui ont été évalués. Puis, le CA s'est vraiment impliqué puis investi aussi dans ces analyses de scénarios-là. Puis après, toutes ces consultations-là, ces analyses-là, le CA, en collaboration avec l'équipe de l'époque, on a décidé d'aller vers un mode de gouvernance en co-direction. Puis, c'est vraiment, on est vraiment parti, disons, de rien, là, si je peux dire, parce que il y avait, tu sais, mis à part le fait que on avait des scénarios puis des possibilités. On n'avait pas nécessairement les outils qui étaient en place. On a déterminé en co-construction avec le CA et accompagné par l'organisme le COCO. J'oublie l'acronyme, là, mais avec le COCO, on a vraiment co-construit le modèle de gouvernance actuel avec les outils, avec les modes de décision, avec en fait, qu'est-ce qui constitue présentement la co-direction? Donc ça a été un très gros travail dans les deux dernières années. Le dernier petit bout qu'on voulait vous partager, en fait, c'est tout le travail qu'on a fait sur l'évaluation des programmes, puis sur l'amélioration continue, en fait. Il y a comme plusieurs étapes qu'on a mis en place dans le dernier 2 ans, en fait. On veut d'abord avoir des objectifs pour chacun des programmes, puis donner aussi une autonomie aux différentes personnes coordonnatrices des programmes. On a aussi un modèle logique pour chacun des programmes qui nous permet de voir exactement comment, comment atteindre nos objectifs puis dans quelle grandeur. On intègre aussi la réflexion à tous les niveaux. En fait, on est vraiment dans un processus d'amélioration continue. Fait que les programmes, ils changent, ils évoluent selon les besoins de la communauté, selon nos bons coups, selon nos mauvais coups, parce qu'on en fait aussi. Et on privilégie toujours l'approche collaborative, donc en équipe, avec les membres, avec les partenaires, tout ça. Là. Donc, ça fait vraiment partie de l'ADN de chacun de nos programmes. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Sylvie. Pour mesurer notre impact, on utilise là, une panoplie d'outils, que ce soit les sondages, des petits billets d'entrée et de sortie. Là, ça veut dire des espèces de petits coupons où les gens peuvent donner leur rétroaction dès qu'ils arrivent au programme ou qu'ils partent de l'activité. Le personnel a également des journaux de bord où ils notent les faits saillants, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans un atelier de cuisine, par exemple, qu'est-ce qui est ressorti, pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a des points qui sont récurrents, en fait. Est-ce qu'il y a des situations qui reviennent souvent? Est-ce qu'il y a des endroits où on devrait agir? Et on a aussi mis en place une évaluation du personnel 360, donc par les pairs. Ça veut dire que, par exemple, la direction générale est évaluée par les autres co-directrices, par le conseil d'administration, mais aussi par tout le personnel qui est en interaction avec la personne évaluée. Et qu'on essaie vraiment de capturer un feedback, une rétroaction 360 pour améliorer, puis se faire pour savoir c'est quoi nos points forts et nos points faibles en tant qu'individu, puis pouvoir croître. Dans les pistes de réflexion, nos apprentissages, je vous dirais que
c'est long, c'est un long processus, c'est beaucoup de temps. On tend à sous-estimer le temps nécessaire pour bien évaluer nos programmes. Puis ça passe aussi par des collaborations, en fait, là, notamment avec des chercheurs universitaires. Il y a vraiment un plus-value, en fait, à investir dans la recherche puis à s'accompagner de professionnels qui peuvent évaluer l'impact des programmes dans la vie des membres, des personnes qui participent. Donc, on a eu quelques questions dans le chat. Je viens de répondre, là. Fait avant de passer aux salles, je cherchais le mot français, on a eu la question à savoir c'était quoi l'hôpital solidaire. Donc, c'est un projet qu'on a opéré une fois, puis qu'on espère le remettre sur pied rapidement, mais on utilise l'accès alimentaire, là, donc les cartes d'achat pour prévenir la santé, mais aussi comme moyen d'intervention. Donc, c'est les intervenants de l'hôpital Notre-Dame et les médecins aussi qui distribuent ces cartes-là, qui sont échangeables soit à la cantine de l'hôpital Notre-Dame, soit dans les marchés Frontenac, comme le marché Frontenac, par exemple, et les marchés solidaires partenaires de la carte proximité. Donc, c'est vraiment comme d'utiliser ce médium-là, en fait, pour répondre à un besoin immédiat, mais aussi pour prévenir dans le futur là, la sécurité alimentaire. Puis, il y avait eu la question, sur Tropani, ça a été répondu. Fait que si vous n'avez pas de questions sur la présentation, en fait, je prendrais peut-être deux, Moi, trois j'en aurais questions. une. Oui, c'est ça, sur la présentation qu'on vient de faire avant d'aller dans les salles. Oui. Ben moi, je voudrais juste avoir votre feedback sur le mode là, de co-direction que vous avez mis établi. Tu sais, ça serait quoi les défis, puis ça serait quoi les avantages que vous avez trouvés là, qui émergeaient de ce mode de fonctionnement-là, de décision-là? Mhm. Euh, Je peux peut-être y aller, Sylvie, si tu veux. Parce que j'en ai parlé justement hier avec quelqu'un, fait que c'est tout frais dans ma mémoire. L'avantage pour nous qui est le plus important, c'est que ça nous donne une stabilité, en fait. Si l'une de nous part demain matin, le bateau, il va quand même aller dans la même direction. Il n'y aura pas de changement soudain pour l'organisation. Quand une direction générale quitte, que c'est une personne, ça arrive souvent que ça ébranle le staff ou que ça ébranle l'organisation parce que tu ne sais jamais si la nouvelle personne va avoir une vision outre ou si elle ne va pas aimer un programme X à la place d'un programme Y. C'est comme ça, il y a une incertitude avec ça. La co-direction assure une stabilité, assure une vision sur le plus long terme, assure une continuité, en fait. Donc, ça, c'est pour nous le plus gros avantage. En plus, on ne se le cachera pas, là, 4 jus de cerveau, c'est mieux qu'un jus de cerveau. Fait que ça nous sert aussi à alimenter le moulin puis à vraiment penser en dehors de la boîte, penser différemment, à se questionner. Puis là, vient avec ça un peu le contrepoids de ça, c'est que ça prend du temps. Quand c'est une personne qui décide ou que le pouvoir décisionnel est concentré dans les mains d'une personne, entre guillemets, ça fait en sorte que si Ginette a veut que la cuisine soit verte, la cuisine est verte. Là, des fois, on a des conversations qui sont plus longues ou qui prennent un peu plus de temps autour de quelle couleur on va mettre la cuisine. C'est un petit exemple, puis c'est un exemple un peu anodin, mais ça arrive que les conversations ou que les décisions prennent plus de temps, puis qu'on doit investir en fait du temps. Fait que c'est un couteau à double tranchant, là, dans le sens où nous, ça se passe vraiment bien, on est assez efficace, puis on juge que le modèle fonctionne extrêmement bien puis qu'il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Mais ça veut dire aussi que des fois, ça nous prend un peu plus de temps pour se positionner ou pour réfléchir à toutes les facettes avant de prendre une décision. Puis, tu sais, si je peux juste ajouter, tu sais, justement, l'espèce de filet de sécurité que ça offre une co-direction permet de partager le pouvoir décisionnel aussi, tu sais, ça repose pas juste sur les épaules d'une personne. L'imputabilité de l'organisme, les responsabilités sont aussi partagées entre 4 personnes, ce qui est, à mon avis, un avantage organisationnel là, pour tout le monde. Puis l'autre défi, je pense, c'est d'avoir un CA qui croit à ce modèle-là, puis qui croit au potentiel que ce modèle-là
peut apporter à l'organisme. Mais, puis tu sais, comme nous, là, ça fait 2 ans qu'on est en mode de gouvernance co-direction. Les avantages sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation qu'on vient de faire? Je vois pas tout le monde, fait que je vais ouvrir. Je vois des noms, ça va. Super. De toute façon, vous allez avoir l'occasion de poser d'autres questions dans les salles. Donc, en fait, il va y avoir 2 salles. Moi, je vais rester dans la salle générale, là, dans celle-ci. Puis, je vais ouvrir une autre salle où on va présenter plus l'épicerie populaire, les 3 paniers, puis le marché Frontenac. Donc, ça va se faire avec Vanessa. Fait que si vous voulez apprendre plus spécifiquement sur ce programme-là, ça va être dans la salle que je vais mettre à l'instant à l'écran. Puis, si vous avez d'autres questions plus générales sur nos programmes d'agriculture urbaine, sur l'éducation alimentaire, sur la justice alimentaire, sur tout le reste, moi, je vais être là pour y répondre avec grand plaisir. Donc, je vais faire cela. Bienvenue, bienvenue. En fait, on n'a pas préparé, tu sais, moi, j'ai pas de matériel visuel, j'ai rien de préparé pour vous, là. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Ben, on s'entend aux questions qu'il est possible de faire. Fait que là, je vois que Nadine, elle a levé la main. Je vais vous laisser justement y aller en mode popcorn comme ça. Puis vous pouvez même répondre à vos propres questions si jamais c'est le cas. Nadine. Oui, bonjour. Ben moi, je me demande, l'épicerie, elle est ouverte en ce moment depuis un certain temps. Oui. Est-ce que ça a l'air de quoi, l'achalandage? Est-ce qu'il y a beaucoup de citoyens qui en profitent? Oui, bien, ça fonctionne quand même assez bien. Comme la semaine dernière, on a eu à peu près 400 transactions, ça veut dire 400 clients aussi. On a eu un gros boom là, au début. La première semaine, c'était une grosse semaine, on était contents. Puis après ça, ça prend son air d'aller. Ça démarre tranquillement quand même. Il pourrait y avoir plus d'achalandage, mais on n'est pas... On n'a pas la crainte en ce moment-là. Ça va super bien quand même. Puis on a vraiment une belle réceptivité. C'est juste que les gens prennent les habitudes, puis on le voit. Nous, un indicateur aussi qui est important pour nous, c'est de voir les personnes qui reviennent de semaine en semaine, puis ben c'est ma voisine qui m'en a parlé, puis de voir ça grossir, là. Fait que oui, l'achalandage s'en va en montant. Ça se passe bien quand même. Une sous-question, si je peux, pour l'achalandage. Est-ce que c'est vraiment la clientèle cible qui a besoin d'aide qui y va, ou il y a un petit côté gentrification qui s'est... Partagé. C'est partagé. On a dans les chiffres, justement, là, on a 25 de personnes qui vont payer le prix solidaire. On a un autre 25 des personnes qui vont payer le prix au suivant. Je cherchais le terme, là, au suivant. Puis on a 50 qui vont payer le prix suggéré. Fait que vraiment, on a ce qui est dans la théorie. Fait que c'est vraiment surprenant à chaque fois qu'on regarde ça. Tu sais, comme la théorie et la pratique se rejoignent dans le cas de l'épicerie. Fait qu'on... C'est ça à quoi on s'attendait. Okay. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Linéa. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, c'était très bien, très clair. Moi, j'avais une question justement qui rejoint celle de Nadine par rapport à l'embourgeoisement, puis comment vous gérez ça, vu que vous voulez vraiment cibler une certaine population, comment vous gérez ça en général pour la participation dans toutes les activités, puis volontariat, etc. Mais c'est une super bonne question, puis on s'est beaucoup, en fait, attardé à cette question-là.
Puis on a consciemment choisi de venir s'établir dans ce lieu-là, alors qu'on sait qu'il y a justement un gros projet qui arrive aussi avec l'espace quartier qui est à 3 rues de où on est en train de, où on a ouvert, là. Donc, comment on fait? Nous, on a fait le pari que en venant s'établir dans une communauté qui est déjà, qui vit à faible revenu, en fait, autour, là, il y a à peu près, il y a 5 HLM qui sont là, il y a des coopératives, il y a beaucoup de logements à prix modique et abordables autour de notre secteur. Donc, c'est vraiment, on concentre notre mobilisation, puis les efforts de mobilisation sont vraiment concentrés pour rejoindre ces personnes-là. Donc, on fait du porte-à-porte, du tracking, là, on ne va pas cogner chez les gens, mais on va aller distribuer des flyers, on va installer des affiches, on est présent sur place quand on fait les repas communautaires pour attraper les gens, en fait, au passage, pour les inviter à venir au bas du quartier puis à visiter l'épicerie. Donc, vraiment, nos efforts de mobilisation sont mis pour ces personnes-là. On fait aussi beaucoup j'ai le terme en anglais, mais on va essayer de rejoindre les personnes au travers de d'autres organismes partenaires, aussi des organismes communautaires partenaires avec nous. Fait que vraiment, c'est là où nos efforts sont mis. Puis, la gentrification, pour nous, ça peut être, on s'est beaucoup questionné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est contre la gentrification? Ben oui. C'est comme fondamentalement, on n'est pas content qu'il y ait des gens qui viennent puis qu'il y ait des gens qui sont obligés de partir. On n'est pas nécessairement favorable à ça, sauf qu'on a 2 choix. Soit qu'on travaille avec ce mouvement-là, soit on va contre. Pour nous, travailler avec ce phénomène-là, c'était la voie à utiliser parce que on n'est pas assez fort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre à part faire des manifestations? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se battre contre la gentrification? C'est pas ça notre vision. Donc, on a remis sur la table toutes nos valeurs, notre mission qui est le pouvoir de l'alimentation pour rejoindre tous les types de personnes, en fait, autour d'une même table. C'est là où on a fait le pari, en fait, de jouer cette carte-là pour déterminer, OK, on va avoir une épicerie à 3 prix. C'est une épicerie qui va rejoindre les gens qui ont un peu plus de moyens, puis les personnes qui en ont moins, puis on veut que ce lieu-là soit fréquenté par toutes ces personnes-là. La même chose pour les repas communautaires, les bols du quartier. On fonctionne avec les contributions volontaires. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas nécessairement le moyen de venir manger au restaurant, qui n'ont pas cet accès-là, bien, ils sont aussi bienvenus que les personnes qui ont un peu plus le revenu, qui sont habitués d'aller au restaurant, puis qui savent qu'est-ce que ça coûte aussi un prix au restaurant. Fait que la balance est faite de cette façon-là. Puis la personne qui n'a pas d'argent pour payer son repas, on n'a aucun inconvénient à ce qu'elle ne paye pas parce qu'au final, la personne qui en a plus va finir par rattraper. Puis ça, en ce moment, ça fait 3 semaines, je pense, qu'on a mis sur, qu'on a commencé les bas du quartier, puis ça se passe super bien. On a des échanges tellement riches avec les gens qui viennent, là, autant... j'ai discuté avec une personne qui travaille à la SQ à côté, puis une personne en situation d'itinérance, puis on avait cette discussion ouverte-là sur la contribution volontaire. Puis les deux étaient un peu comme, ah, OK, ah oui, OK, c'est vrai, on peut manger dans le même lieu, c'est beau, mais c'est là pour tout le monde. Puis, au final, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. C'est ce qu'on a mis comme, ce qu'on a fait comme pari, puis je pense qu'on a on a des bons indicateurs jusqu'à présent. Ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup. Mais juste un petit truc, une petite question rapide. Combien vous avez de membres en tout? Si vous le savez. Il faudrait que j'aille voir. On doit être rendu à 600 membres pour cette année, je pense. Ouais. Mais en fait, c'est pas tous les membres qui fréquentent, en fait,
en fait, c'est pas toutes les personnes qui fréquentent le centre qui sont membres, parce que les personnes qui sont, tu sais, les clients du marché ne sont pas nécessairement membres. Et vice-versa aussi, là, il y a des personnes qui vont être membres, mais qui vont pas nécessairement fréquenter les services. Fait que je pense que de mémoire, on est autour de 600. Merci pour toutes les réponses. De rien. Martine? J'ai vu dans la diapo juste avant, justice alimentaire. Est-ce que ça passe justement beaucoup par les 3 niveaux de prix ou si ça passe par d'autres choses, entre autres la carte proximité, j'imagine que ça en fait partie? Oui, bien, la justice alimentaire, c'est un peu un principe directeur de nos programmes, là. Tu sais, Vanessa l'abordait dans la présentation générale sur le droit à l'alimentation. Puis, la justice alimentaire, on va beaucoup le voir aussi avec le CARA, donc le groupe de citoyens là, qui se rencontrent puis qui va poser des actions. Tu sais, on se rencontre, on réfléchit ensemble, on se nourrit, on va faire des ateliers, on va aller chercher de l'information, mais il y a aussi un volet où on va poser une action parce que la pauvreté, puis l'insécurité alimentaire, en fait, l'insécurité alimentaire, c'est une question de revenus principalement et on remet souvent le fardeau sur les épaules individuelles. Sauf qu'au Carrefour, c'est un peu la distinction qu'on fait. En fait, c'est que nous, on va faire nos actions au niveau systémique, au niveau politique, puis essayer d'aller rejoindre en fait le bas de la pyramide plutôt que le haut de la pyramide sur le changement social. Puis c'est là où la justice alimentaire prend tout son sens en fait, c'est qu'on va rencontrer des élus, on va participer au forum de consultation, on va participer aux consultations justement pour les plans de développement des quartiers. On essaie d'être le plus actif possible sur les tables de concertation, mais aussi auprès de nos élus pour faire changer les choses au niveau systémique. Fait que des petites actions qui, on espère, nous mènera un peu plus loin. Ça répond à la question? J'avais des questions au sujet des tarifs. J'ai entendu tarifs suggérés, tarifs au suivant. C'est quoi exactement les tarifs? Oui, on a le prix solidaire. Donc, c'est un prix qui est soit subventionné, en fait, donc on va réduire le prix que qu'est-ce que ça nous coûte pour améliorer l'accès. Par exemple, on le fait avec la viande. On va choisir des produits où on va subventionner une partie du prix du cost. On a le prix suggéré, donc qui correspond à un prix raisonnable, là, un prix normal avec une marge de profit normale d'un projet d'économie sociale. Et on a le prix au suivant, qui est un prix qui prend une marge un peu plus grande que les projets d'économie sociale, mais pas forcément plus grande que les grandes bannières. C'est quand même moins élevé que la marge, par exemple, d'un IGA ou d'un Maxi ou... Mais, tu sais, la marge, probablement, mais tu sais, je peux pas. C'est difficile pour nous de le comparer, puis on a eu beaucoup cette discussion-là. C'est comment on fait pour savoir c'est quoi la marge que fait IGA sur son café. Tu sais, j'ai aucune idée s'il fait 30, 40, 50 ou 70 % sur son café. Je le sais pas, moi. Okay. Ce que je sais, c'est que nous, on couvre les frais, on essaie de dégager du profit quand même parce qu'il faut faire rouler cette machine-là. On a des ressources humaines à payer, mais aussi on veut subventionner. Au final, on veut que le prix au suivant subventionne le prix solidaire. Donc, c'est ce trou-là qu'on essaie de faire tourner. Vous utilisez quoi, dans le fond, pour déterminer chaque personne va avoir le droit à quel tarif? Parce que les gens ne déterminent pas. C'est les gens qui décident le prix qu'ils vont payer à la caisse. OK, c'est les gens. OK. Puis une dernière question, au niveau de l'approvisionnement, qui vous approvisionne pour avoir, j'imagine, vous avez une offre intéressante, pas juste des trucs, des denrées qui viennent des moissons, par exemple.
Vous avez un peu de tout, j'imagine, ou c'est Oui. uniquement du alimentaire? Oui, c'est uniquement de l'alimentaire, puis on a actuellement près de 800 produits là, à l'épicerie. En fait, c'est que des fournisseurs. On n'a pas de Moisson Montréal qui est revendu, disons, au travers de l'épicerie. On fait affaire avec différents fournisseurs, puis ça a l'air un petit peu c'est banal comme réponse, mais des fois, à l'épicerie, on paye pour les grandes marques, on paye pour justement l'espèce de marketing alimentaire, sauf que c'est pas on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des pâtes Catelli ou qui vient viser une marque. Donc, on fait juste des choix peut-être différents sur les grandes marques pour avoir vraiment une offre la plus variée possible. Donc, on a différents fournisseurs là, à l'épicerie. Puis, on a aussi maintenant une gamme de vrac, ce qui est vraiment avantageux là, également. Ouais. OK. Kylian? Oui, merci. D'abord, je m'excuse pour mon français. Je viens d'arriver au Québec de l'Espagne. Je suis en train d'apprendre encore. Oui, ma demande vient dans ces mêmes lignes en relation avec les fournisseurs. C'est ce qu'il y a en politique dans les Carrefour solidaires, des relations avec les producteurs, les productrices pour établir un prix juste, ou une relation de compromis au long terme, ou une relation de confiance, je ne sais pas, ou quels sont les critères utilisés aussi pour faire les choix des fournisseurs? Ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment une bonne question. Puis là, juste avant de répondre aux questions plus spécifiques sur l'épicerie puis le marché, je veux juste voir, moi, ça me fait plaisir d'y répondre, je lis la réponse, mais juste voir aussi s'il y a d'autres questions. Gênez-vous pas, là, des questions plus d'ordre général. Mais pour répondre à ta question, pour les fournisseurs, en fait, c'est qu'on a vraiment eu la réflexion pour l'épicerie versus le marché Frontenac. C'était quoi, qu'est-ce qu'on mettait de l'avant? C'était quoi la mission première de l'épicerie Trois Paniers? Est-ce que justement, c'est l'accès aux produits locaux qu'on met de l'avant ou est-ce que c'est l'accès alimentaire, l'accès économique qu'on met de l'avant? Parce que le marché Frontenac, la mission, c'est clair, c'est les produits locaux qu'on essaie de mettre en valeur puis de rendre le plus accessible possible, mais ça a aussi des freins. On n'a pas tous les produits qui sont disponibles. En hiver, avoir accès à des produits locaux variés, c'est vraiment une très grande difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite, puis c'est quoi la demande, en fait, qu'on a pour l'épicerie Les Trois Paniers. Puis, on est aussi allé valider avec un comité consultatif. Et ce qui est ressorti de tous ces échanges-là, c'est que pour l'épicerie Les Trois Paniers, donc l'épicerie qui est ouverte à l'année, la mission première, c'est de rendre accessible les aliments, tous les types d'aliments le plus abordable, là, disons, possible. Abordable, c'est toujours relatif à un portefeuille à un autre, là, mais là, on essaie de venir le compléter justement avec les 3 paliers de prix. Et ça fait en sorte qu'on va aller dans l'accessibilité. Quand c'est possible, on va mettre en valeur les produits locaux. Donc, on met pas de côté de mettre en valeur les produits locaux. C'est juste qu'on va, par exemple, on va favoriser, je donne un exemple, là, si j'ai des tomates du Québec versus du Mexique en hiver, ben si mes tomates du Mexique coûtent 300 fois moins cher que les tomates du Québec, ben on va favoriser les tomates du Mexique parce que c'est la mission de cette épicerie-là. L'été, au marché Frontenac, c'est pas la même chose. Ça va être que les produits locaux, mais l'épicerie, ça va être ça. Si à un prix égal ou si la marge est vraiment basse, là, j'ai dit comme 300% pour exprimer c'était quoi l'espèce de gamme dans laquelle on se retrouvait, là, ça m'étonnerait que ce soit ce pourcentage-là. Mais si au prix égal, c'est clair qu'on va favoriser les produits locaux, en fait.
Merci. Je me demandais ça parce que, bon, dans la région que je viens, on travaille beaucoup dans ces visions de la justice alimentaire pour la part des productrices, des producteurs, d'avoir une condition digne de travail dans le milieu agricole. Mais on commence maintenant à travailler aussi cette partie de la sécurité alimentaire. Juste maintenant, c'est un travail à faire, en fait. Et on a ce doute de comment conjuguer les deux choses, no? De mantenir des conditions dignes de travail pour les producteurs, les productrices, et d'abordabilité pour les consommatrices, les consommateurs. Oui. C'est comme un équilibre difficile de... Oui. Mais oui, c'est un équilibre vraiment difficile à atteindre. Puis comme, on pourrait en parler longtemps, mais l'accès aux aliments durables, c'est vraiment un enjeu fondamental. Puis, tu sais, si on veut faire valoir collectivement, tu sais, comme la société, si on veut faire valoir le juste prix d'un aliment, bien, tu sais, il faut qu'on se pose des questions sociétales. Parce que tout ça, en fait, c'est le système alimentaire global, tu sais, la souveraineté alimentaire, ça touche des questions qui sont quand même fondamentales, tu sais, qui sont, puis tu l'as dit, là, qui font aussi partie du droit à l'alimentation, tu sais, quand on parle des conditions de vie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une dualité entre l'accès économique à des produits locaux qui sont faits dans des conditions de vie, puis et avec le prix, en fait, avec la rentabilité, puis l'accès économique. Puis on est encore là-dedans. Avec le marché, puis peut-être que tu pourras, tu sais, bientôt, ça va faire 20 minutes. Si jamais tu vas aller plus spécifiquement dans l'autre salle avec Vanessa pour comment on fait au marché Frontenac pour sélectionner les fournisseurs, etc., je pense qu'elle pourra aussi répondre à tes questions plus spécifiques. Mais oui, on a aussi cette dualité-là, puis on a beaucoup réfléchi, en fait, avec l'épicerie des Trois Paniers. On ne l'a pas fait en un claquement de doigts, là. C'est vraiment comme des valeurs aussi qui viennent nous chercher. Martine? Je me demandais, est-ce qu'éventuellement, vous avez pensé mettre sur pied un groupe d'achat ou si au contraire, vous avez dans votre réflexion, vous êtes arrivé à la conclusion qu'il valait mieux l'épicerie populaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un ou l'autre, c'est pas ça que je dis. Je pense que tout ça peut cohabiter, là. Mais vous êtes tellement créatif que vous avez... c'est assez incroyable ce que vous faites. En fait, le groupe d'achat, tu sais, comme dans l'espèce de section où on abordait tantôt tous les programmes puis les projets qu'on a opérés, en fait, le groupe d'achat en fait partie. On a déjà eu des groupes d'achat. Puis c'est un des programmes justement qui a pris fin pour diverses raisons. Là. Des fois, c'est le manque de financement. Des fois, le financement par projet fait en sorte que la pérennisation des programmes est vraiment difficile. Mais c'est aussi des fois par rapport à la logistique, la rentabilité, l'intérêt, les besoins. Il y a plusieurs choses qui sont prises en compte quand on décide de mettre terme à un programme. Puis, les groupes d'achat, là, c'était plusieurs éléments, en fait, pour lesquels on a arrêté de faire ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette... Peut-être que dans 2 ans, il va y avoir une opportunité, la demande va être là, puis qu'on va organiser des groupes d'achat une fois par mois. Tu sais, je dis un peu n'importe quoi, mais ça ne veut pas dire que c'est une porte qui est fermée pour toujours, là. C'est juste que c'est pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on a arrêté de faire ça. Il y a eu des groupes d'achat pour... les groupes d'achat pour les produits horticoles, par contre, qui étaient encore en actif avant la pandémie. Puis là, on a essayé de redémarrer ça, là, Gabrielle. On a essayé de redémarrer ça cette année, puis le besoin puis l'intérêt n'était pas là. Fait que, tu sais, c'est aussi ça. Si les gens ne veulent pas, on ne va pas non plus faire un projet pour faire un projet, là. C'est vraiment en fonction de ce que les gens souhaitent avoir aussi.
Donc, juste vous dire que ça fait justement 22 minutes, là, fait que si jamais vous avez un intérêt pour aller voir dans l'autre séance, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller voir puis revenir. Je n'ai vraiment pas de choses. Puis sinon, j'ai d'autres. Vous pouvez me poser d'autres questions. Là, je suis là. Oui, Kim. Je t'entends pas. Je vais aller dans l'autre salle. Ah, parfait. Salut. Fait que Kylian aussi va se rendre à l'autre salle. Est-ce que je peux aussi vous dire un peu c'est quoi mes chapeaux au Carrefour? Comme ça, peut-être que ça vous donne l'idée de sur quoi moi je travaille un peu plus, là, si vous n'avez pas nécessairement des questions d'ordre général. Attends, oui, c'est bon. Peut-être une question, en fait, très générale aussi, qui rejoint ma question d'avant, donc le nombre de membres, etc. Est-ce que vous avez comptabilisé le nombre de membres qui sont plus actifs, mettons, qui sont plus comme qui font du bénévolat ou des choses comme ça? Oui, mais c'est ça, je pourrais aller voir, là, puis honnêtement, je sais qu'on a la donnée, on essaie d'avoir un suivi assez serré de nos membres, etc. Puis, avec la croissance du Carrefour, on vient à une espèce de, tu sais, là, je vois que justement, il y a Accès bénévole qui est là. Tu sais, nos besoins en termes de bénévolat ont augmenté, puis nos besoins aussi en gestion de bénévolat puis de membres ont augmenté. Puis là, on est rendu à une espèce de point tournant où on a peut-être, on a la réflexion à savoir si on doit justement acheter là, c'est pas dans mon champ d'expertise, là, mais des plateformes de gestion de data, disons, comme ça, là. C'est vraiment pas mon champ d'expertise, mais on a cette réflexion-là en ce moment pour voir comment on peut mieux gérer, en fait, puis mieux gérer de façon plus efficace le membership puis les bénévoles au Carrefour. Je n'ai pas la réponse en ce moment-là précise, là. Je sais que c'est Becca beaucoup qui fait ce travail-là de voir justement c'est qui nos membres, c'est qui nos bénévoles, etc. Puis là, en ce moment, on le fait beaucoup de façon manuelle, là. Fait que ça prend quand même beaucoup de temps à la gestion de tout ça. Mais on a la réponse, c'est juste que là, je ne l'ai pas devant les yeux. Que vous avez, mais c'est ça, on a, comme là, on a des plages horaires ouvertes à tous les jours pour les bénévoles. On est passé on a aussi eu la réflexion à savoir si nos bénévoles devaient être membres parce que c'était ça avant. Avant, pour être bénévole au marché, par exemple, ou pour être bénévole dans nos autres programmes, on devait être membre parce que nos bénévoles étaient aussi les membres actifs. Sauf que là, présentement, avec la croissance et les besoins qu'on a, on a vraiment eu cette réflexion-là, à savoir, est-ce que c'est correct d'avoir du bénévolat corporatif? Est-ce qu'on souhaite à ce que tous les bénévoles soient membres du Carrefour aussi? Qu'est-ce qu'on va aller chercher, en fait, pour j'ai conditionné, mais c'est quoi les valeurs, c'est quoi les données qu'on veut aller chercher de nos membres versus quelles données on va aller chercher de nos bénévoles? Fait qu'on a cette réflexion-là qui n'est pas nécessairement tranchée au couteau en ce moment. C'est une réflexion qui continue de se faire. Là. Ouais. Martine? Je t'en mets aller dans mes boutons. Si ça peut amener un petit peu d'eau au moulin dans votre réflexion, Cindy et moi, on travaille au Centre d'action bénévole de l'Est, Accès bénévolat. Ouais. Puis je vous dirais que nous, les gens qui veulent être bénévoles, ils viennent aussi vers nous, comme ils peuvent se rendre directement chez vous, mais les gens qui communiquent avec nous, quand on leur dit, il s'agit de devenir membre d'un organisme qu'ils ne connaissent pas, s'ils veulent y être bénévoles,
Il y en a des fois qui vont dire, ben attendez, là, moi je les connais pas. Est-ce que vous avez autre chose à nous proposer? Puis c'est sûr qu'on peut pas leur dire non, on n'a rien d'autre à vous proposer. Fait que des fois, ça fait un frein parce que les gens, s'ils vont pas cogner à votre porte directement, c'est que ils vous connaissent pas nécessairement, mais ils sont intéressés par votre mission pour être bénévole. Donc, ça peut être un frein pour eux. Oui, bien, c'était un peu l'intuition qu'on a eue, en fait. Fait que je suis contente d'avoir ton commentaire, Martine, parce que des fois, on se console dans nos intuitions. Là, on n'a pas nécessairement toute cette expertise-là puis le bagage que vous avez à Accès Bénévolat. Fait que ouais, on avait eu ça, à savoir si ça pouvait être un frein. C'est pas. Parce que le membership aussi, ça devient un engagement. C'est Oui. comme quand tu es membre, c'est aussi que tu adhères aux valeurs, tu adhères à la vision de l'organisme. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand que d'être bénévole. Fait qu'il y avait beaucoup ça qui revenait dans nos réflexions. Fait que c'est vrai que c'est un bénévole qui vient mettre la main à la pâte, qui est quand même une roue importante au moulin, mais qui n'est pas nécessairement au cœur de la vision de l'organisme. Là, on avait aussi ça comme réflexion. En fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas avec le temps. Fort probablement qu'il va le devenir. Mais en créant un sentiment d'appartenance, en faisant partie d'équipe, en vivant tout ce que vous offrez, ce que vous êtes, ce ne serait pas surprenant qu'ils deviennent membres. Je suis convaincue qu'il y en aurait une grande partie. Sauf que de facto, c'est pas évident pour les gens de dire ben OK, je vais le faire. Parce qu'en fait, monsieur puis madame tout le monde, ils ont déjà toutes sortes d'idées reçues sur le bénévolat, mais être membre d'un organisme, ils ont souvent toutes sortes d'idées reçues là-dessus aussi. C'est pas si évident que ça qu'ils saisissent qu'est-ce qu'on entend par ça au-delà du truc concret de la carte de membre, là, qui n'existe même plus maintenant, parce qu'avant, c'était sur carton, c'était cartonné, ça n'existe plus. Non. Oui, puis tu sais, nous aussi, maintenant, on a aboli la cotisation là, de membership, puis on n'a plus non plus de carte physique, tu sais, fait que c'est vrai que c'est beaucoup, c'est comme pour nous, mais tu sais, après ça, c'est comme qu'est-ce qui définit la communauté du Carrefour solidaire. Mais les bénévoles font aussi partie de la communauté. C'est juste que c'est comme on les voyait peut-être dans des bulles différentes. Alors qu'avant, c'était une grande bulle. Tu sais, les bénévoles et les membres, c'était comme peut-être un tout, là, mais ouais, je suis contente d'avoir cette discussion-là. Puis est-ce que tu sais, c'est ça. Nous, on essaie de le gérer un peu à l'interne parce que il y a énormément de gens qui viennent vers nous aussi, mais tu sais, c'est quoi les meilleurs outils en fait qu'on a pour gérer ça, justement? On se disait, est-ce qu'on va vers je sais pas comment Becca appelle ça, là, une plateforme de gestion, un logiciel qui gère les bénévoles. Tu sais, je me demandais si vous autres, vous travaillez avec ça. Tu sais, qu'est-ce que... On m'en a parlé vite, mais c'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus. Écoute, ça serait une conversation bien le fun à avoir. Si tu veux l'inviter à m'appeler pour qu'on en parle, c'est vrai, je l'avais sur mon radar, puis je l'ai oublié. Oui. Non, mais c'est ça, on se demandait c'est effectivement une question qui commence à se poser un peu partout. Oui. Puis en même temps, je pense que d'avoir un partenariat avec un organisme qui est spécialisé, puis tu sais, comme vous êtes là aussi la porte d'entrée. Tu sais, si tu tapes sur Google faire du bénévolat à Montréal, vous êtes dans les premiers qui sort, là, tu sais, plus qu'un organisme spécifique. Tu sais. Fait que c'est comme de travailler en partenariat avec des organismes experts. Je pense que la combinaison de tout ça fait en sorte que c'est beaucoup plus riche là, pour
pour nous autres aussi. En fait, c'est super précieux. On a vraiment besoin de ça. On n'avait pas besoin nécessairement avant parce qu'on arrivait avec juste, les besoins étaient moins grands, mais là, on le voit à quel point c'est riche là, d'avoir ça. J'avais une autre question pendant que vous êtes là. Si vous autres n'en avez pas sur le carrefour, quand on fait, quand on a besoin genre de faire des grosses corvées, là, c'est nous, un des enjeux de bénévolat qu'on a, en fait, c'est avec le jardin. La mise en place du jardin qui est quand même du travail qui est physique, qui demande physiquement un effort soutenu, là, de pelleter de la terre, etc. Est-ce qu'il y a comme une espèce de guide ou des lois tacites? C'est quoi les limites qu'on peut demander à un bénévole? C'est quoi qui nous guide un peu là-dedans? Puis comment on fait pour rejoindre les personnes qui peuvent venir justement donner un effort soutenu? C'est clair ma question? Oui, Cindy, je ne sais pas si tu veux répondre. Je ne veux pas monopoliser la conversation. Oui, je peux essayer. Est-ce que c'est un besoin ponctuel ou la personne viendrait jardiner chaque semaine? Parce que ça peut... souvent, comme on dit, il y a deux catégories de bénévolat, le régulier, donc le bénévole qu'on souhaite revoir chaque semaine. Mais parfois, on peut avoir des besoins, justement, comme une grande corvée, donc qui peut être plus ponctuel. Donc, c'est juste pour... Oui, mais on a assez de participants pour le reste de la saison, mais c'est comme au début et à la fin, là, justement, les corvées du début, puis à la fermeture des jardins, là, ça, c'est deux gros créneaux là, vraiment importants, puis qu'on ne veut pas non plus épuiser nos bénévoles réguliers, puis les échauder, à chaque année, ils sont comme, il me semble que ça fait pas longtemps qu'on l'a fait, la fermeture du jardin. Ouais, c'est vrai. Mais qu'on a toute cette... Mais c'est assez populaire, là, le bénévolat pour jardiner à l'extérieur, dehors, avec la saison. Puis justement, chez Accès Bénévolat, on a l'équipe volante. Donc ça, c'est des bénévoles qui sont intéressés justement au bénévolat ponctuel, donc de s'investir une seule fois. Donc, ils reçoivent une infolettre qui présente toutes les offres de bénévolat ponctuels. Puis quand ils sont intéressés, ils appliquent. Puis on transmet les coordonnées, il y a un échange entre l'organisme et le bénévole. Donc, c'est quand même une grande base de bénévoles, soit parce qu'ils ne peuvent pas s'engager régulièrement, ils veulent diversifier leur expérience de bénévolat. Donc, il y en a qui vont, plusieurs bénévoles, c'est leur souhait là, d'avoir du bénévolat actif, manuel. Donc, ils vont aller chercher selon leurs intérêts. Donc, c'est sûr qu'il y a cette possibilité-là. Puis, il y a aussi toujours les réseaux sociaux là, qui partagés, puis les groupes Facebook de quartier, Spotted. Donc, ça aussi, ça peut faire une belle visibilité quand on a un besoin comme ça. Puis vous autres, votre infolette, vous l'envoyez à quelle fréquence? C'est chaque semaine. Okay. Puis l'offre, elle est affichée tant aussi longtemps qu'avant la période de fin de recrutement. Donc, plus tu es d'avance, souvent, idéalement, 2-3 semaines à l'avance, mais il y en a qui ne l'ouvrent pas nécessairement chaque semaine. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Est-ce que ça répond un peu à... Vraiment. Si je peux me permettre une petite chose, parce que vous parliez tantôt, est-ce qu'on va permettre à des entreprises de faire du bénévolat chez nous? On a aussi des entreprises qui communiquent avec nous. Puis c'est sûr que ce genre de choses-là, c'est bien populaire auprès d'eux, là, si ça convient dans leur disponibilité. Là. Puis bizarrement, le terme corvée, là, pour moi, une corvée, c'est une signification bien négative. Là. C'est comme, c'est la dernière affaire que je vais faire. Mais les gens appellent chez nous et ils disent, on appelle, on veut être bénévole pour une corvée. Fait que je me suis dit, OK, enlève ça de ta tête, ça te concerne juste toi. Puis le monde, il appelle ça de même puis il a envie de le faire. Ouais. Chacun ses goûts. Ouais. Linéa? Oui, j'ai juste une question qui m'est revenue depuis la présentation. Quand Vanessa elle a présenté les 3 piliers du Carrefour, puis c'est comme manger, apprendre et s'impliquer.
Et je me demandais pour apprendre, parce qu'après, elle a mentionné aussi éducation populaire, je me demandais à quoi ça référait exactement. Mais en fait, dans tous nos programmes, ou presque, là, il y a toujours un volet où on cherche à avoir un volet pour développer les compétences. Mais pour nous, développer les compétences, c'est de prendre aussi la personne où elle est rendue puis de travailler avec cette personne-là. Fait que c'est sûr que il y a un échange qui se fait naturellement dans les groupes. Là, par exemple, au jardin, là, genre, vu qu'on est là-dedans dans les corvées de pelletage de terre, dans les jardins, par exemple, on va avoir des jardiniers qui sont un peu plus expérimentés avec des jardiniers qui sont moins expérimentés. Puis, pour nous, le but, c'est de rendre autonome, que les personnes développent les compétences pour que ce soit réplicable à la maison ou que ce soit pour qu'ils se sentent plus à l'aise, en fait, de jardiner. Puis que, tu sais, nous, on n'a pas de problème à ce que les jardiniers reviennent à chaque année parce qu'il y a d'autres aussi contraintes à avoir un jardin chez soi. Tu sais, en fait, il y a tellement de barrières, par exemple, à jardiner chez soi, ne serait-ce que j'ai pas de soleil. Tu sais, il y a des barrières, tu sais, qui sont hors de notre contrôle, là. Il y a des barrières économiques, physiques aussi. Si tu as juste un balcon, tu n'as pas de soleil, c'est bien beau que tu veux, là, mais il y a moins de possibilités pour toi. Fait que les jardiniers plus expérimentés peuvent aussi, tu sais, aider et soutenir les novices, là. Fait que nous, le développement de compétences et l'éducation populaire se fait aussi en partenariat avec les gens. Puis ça se traduit dans nos ateliers culinaires. On a toujours aussi, on a souvent, on a toujours une présentation où on va présenter une présentation, mais où on va présenter un aliment vedette, puis là, on va échanger, on va avoir ces discussions-là autour de l'alimentation, en fait, dans nos activités, dans nos programmes. Oui. Je me demandais, je trouve ça pas mal le fun. Ça sort vraiment du commun, là, du milieu communautaire, de regrouper toutes sortes de classes sociales ensemble. Est-ce que, comment ça se passe en fin de compte? Est-ce que les mieux nantis regardent de haut ceux qui ont de la misère à arriver ou comme tout le monde est bienvenu, ben il n'y a plus cette espèce de gap-là là, qu'on remarque des fois? Mm-hmm. Ben, je vois que tout le monde est revenu, mais je vais quand même répondre à ta question. Ça se passe vraiment bien, en fait. Non, il n'y a pas. En fait, on est en train de parler justement de la mixité sociale au travers dans nos programmes, là. Puis, c'est vraiment rare qu'on remarque qu'il y ait une espèce de décalage, que justement les personnes mieux nanties vont se croire, comme vont avoir une supériorité ou un sentiment de supériorité. Au contraire, là, vraiment pas. En fait, tout le monde mange. Tout le monde a besoin de manger, puis c'est ça qu'on met de l'avant, en fait. Puis les intérêts pour la nourriture peuvent être vraiment variés, puis les compétences, tu peux être vraiment bien nanti, mais pas savoir cuisiner. Ça se peut. Puis tu peux être vraiment bien nanti, puis manger tout seul devant ta télé parce que tu n'as pas de réseau avec qui le partager. Mais pour nous, ça, d'avoir cet échange-là, autour d'une même table, autour d'un jardin, autour d'un marché, bien, pour nous, ça a toute sa raison d'être. Puis que tout le monde se parle, puis d'utiliser la nourriture pour réunir tout le monde, bien, il n'y en a pas beaucoup des choses dans lesquelles où tout le monde est bienvenu, tu sais. Quand on va dans un parc pour enfants, quand tu n'as pas d'enfants, tu n'es pas nécessairement le bienvenu. Quand tu vas dans un parc caché et tu n'as pas de chien, tu regardes des croches un peu. Quand tu vas à une épicerie fine, ben, il y a une certaine classe sociale. Quand tu vas... Fait que nous, la nourriture, puis d'utiliser ce créneau-là, cette vocation-là de mettre la nourriture de l'avant, fait en sorte que tout le monde se sent bienvenu. Puis, tu sais, on le voit à l'épicerie, on le voit dans les bols du quartier, on le voit au jardin, où c'est impressionnant la diversité de population qui passe par exemple, à la promenade des saveurs. Fait que vraiment, non, on n'a pas ce décalage-là. On le voit pas, en tout cas. Ouais.
Fait que, bienvenue tout le monde dans ça. Je pense que, est-ce que tout le monde a pu répondre à ces questions? Est-ce que vous avez, on n'a pas préparé de sondage là, de fin, comment avez-vous apprécié votre rencontre? Fait que vous pouvez ouvrir votre micro si jamais vous avez d'autres questions, commentaires. Puis sinon, pour Vanessa et moi, je pense que ça complétait l'information qu'on voulait vous donner aujourd'hui. Ça nous a fait vraiment plaisir là, d'avoir cet échange-là quand même avec vous, puis de prendre un moment pour partager l'expérience, puis de voir aussi d'autres projets qui émergent au travers de Montréal, au Québec ou ailleurs aussi. Ça nous a fait plaisir. Moi, j'ai une petite question. Je sais que vous êtes l'un des premiers, je pense le deuxième au Québec, de Community Food Center. Et je me demandais justement quel était qu'est-ce qui vous apporte? Est-ce que c'est vraiment plus une sorte de bannière, une sorte de visibilité, ou est-ce que vraiment il y a un soutien de leur part pour vous accompagner d'une manière ou d'une autre? Oui, mais en fait, c'est un peu ça. En fait, on a rejoint un réseau qui a des formations, qui a du soutien financier, on ne va pas se le cacher aussi, qui vient donner du soutien à la mission, qui a une vaste gamme d'inspiration qu'on n'a pas nécessairement pensé parce que on est 15 qui opèrent des programmes qui ont toute la nourriture au centre de leur mission, programme, sauf qu'on le fait tous de manière différente. On est tous uniques aussi dans nos particularités. Tu sais, quand on est dans le Grand Nord ou au Centre-Sud, c'est un peu différent de la manière qu'on va intervenir, mais c'est super enrichissant d'avoir ces échanges-là sur la nourriture. Fait que on rejoint ce réseau-là. Fait que c'est le partage qui est super intéressant pour nous, qui est bénéfique. Puis on peut profiter des webinaires, de la formation continue. C'est vraiment super riche là, comme milieu. Fait que non, c'est pas juste une bannière, c'est pas juste un front. Là, il y a tout un autre aspect, en fait, qui est vraiment profitable pour nous. Puis de mettre, en fait, ne serait-ce que de rallier le droit à l'alimentation de 15 organismes, puis de marteler le clou vers la même direction, puis de porter tous ensemble ce message-là. Il faut commencer à quelque part si on veut que le droit à l'alimentation soit un droit reconnu. Fait que c'est d'avoir ce même discours-là, cette même vision-là qui est gros. Autre question? J'en prendrai peut-être une dernière parce qu'on a d'autres rencontres tout de suite après. Mais je prendrai le temps si jamais vous avez une dernière question. Ça va? Super, je vais terminer l'enregistrement. Je viens de voir que j'enregistre encore.